Bonjour Sandra, tu as un parcours un peu atypique parmi les adoptés internationaux. Tu as rencontré récemment ta famille biologique, ta mère biologique en Amérique latine et tu es partie donc à Cordoba en août. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie, ce que tu savais de toi avant de rencontrer ta mère biologique? C'est vrai que c'est atypique dans le sens où je crois que jusqu'à mes 35 ans, j'étais dans le déni de mon adoption, ce qui fait que je voulais Ok, pas entendre parler de ça. Donc même si à partir de mes 18 ans, ma mère a essayé de me tendre des perches pour que j'ouvre mon dossier, pour que j'en sache un peu plus sur ma vie, pour moi, c'était un non-sujet. Et n'importe quelle personne, par n'importe quelle question posée, j'ignorais complètement, voire où je m'énervais. Donc c'était vraiment un sujet tabou, plus que sensible pour moi. Et puis un jour, et avec les attentats, je me suis dit que du jour au lendemain, on pouvait mourir et que si j'étais morte, ben, j'aurais pas été heureuse. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien. Qu'est-ce qui va pas, à quel moment ça a un peu dérapé. Et donc, j'ai commencé un travail d'introspection sur moi-même, d'apprendre à me connaître. Et jamais, au début de ce travail, je me suis dit que l'adoption pouvait avoir un impact, que l'adoption était finalement au cœur de ce mal-être. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, quand on est adopté, on n'est pas bien et qu'on a envie d'aller mieux, on va se pencher sur tous les sujets sauf sur l'adoption. Donc j'ai changé plein de fois de boulot, j'ai changé plein de fois de pays. Mes boulots, je les aimais bien, j'adorais voyager, mais malgré ça, j'étais quand même pas heureuse. Et après, j'ai rencontré l'homme de ma vie et malgré ça, il y avait toujours un petit truc qui manquait et je savais pas quoi. Et puis un jour, bah, je me suis dit peut-être qu'il faut que je me tourne vers l'adoption. En fait, c'est là que ça coince parce que pour construire quelque chose, si on n'a pas les bases, moi, il me manquait mon histoire, en fait, l'histoire de mon adoption, bah, je pouvais pas me construire sur quelque chose de bancal. Et donc, bah, j'ai enfin, j'étais au Canada à ce moment-là, j'ai enfin appelé ma mère pour qu'elle me raconte comment s'était passé mon adoption, pour savoir ce qui s'était passé. Et là, tout ce que j'avais imaginé, créé, enfin, les histoires qu'on se raconte, les mensonges qu'on se dit à soi-même, ont explosé parce que j'étais persuadée que je venais d'un orphelinat. Or, non. Je pensais que les parents ne savaient pas qui c'était. Or, là, enfin, mes parents ont rencontré ma mère biologique quand elle m'a confiée à l'adoption. Enfin, tout a vraiment explosé. Mais en même temps, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'écouter ça. Ça m'a fait du bien d'ouvrir mon dossier, de voir qu'effectivement, elle m'avait confié à l'adoption pour des raisons bien précises, c'est-à-dire un accès à l'éducation. Après avoir découvert ça, entendu ça, ça m'a un petit peu, je veux dire, peut-être calmé, reposé. Et puis je me suis dit, mais maintenant, je fais quoi en fait? Je fais quoi avec ce poids? Parce que même si je connais mon histoire, ben, j'avance pas forcément plus dans ma vie. Il y a toujours un petit truc qui bloque. Et je me suis posé plein de fois la question, est-ce que je pars à sa recherche? Si oui, comment? Bah, comment on fait avec ça? Et finalement, le jour où j'ai été prête, j'ai su que c'était bon. J'ai su que enfin, je me posais plus de questions. C'était une évidence que j'allais partir à sa recherche dans le but unique de la remercier parce qu'elle m'avait confié à l'adoption pour que je suive des études et que j'ai un bon niveau de vie. Et en fait, c'est ce qui s'était passé. J'ai fait pas mal d'études, j'ai fait un bac+5, je travaillais dans des beaux groupes, dans la finance. Enfin, et en plus, j'adorais vraiment ce que je faisais, donc c'était top. Et donc, j'avais envie un peu comme de lui dire, ben, merci pour cette vie. Et puis, bah, ça a fonctionné, en fait. Tout a fonctionné comme tu as voulu. Donc, peut-être que si elle s'en voulait, qu'elle s'en veuille plus finalement. Donc, après, je suis partie à sa recherche. Je suis passée par une personne adoptée en Belgique, née en Bolivie, qui faisait une thèse, qui d'ailleurs a présenté sa thèse là, il n'y a pas longtemps, qui a dit, bah, OK, je prends ton dossier, tu me le donnes, et puis je vais faire des recherches sur place. Et puis, donc, il a fait ses recherches. Il avait potentiellement retrouvé ma mère, donc moi je suis née en Bolivie, mais il a dit par contre, elle n'est pas en Bolivie, on ne sait pas où elle est, et il la retrouve pas dans les registres de Bolivie. Donc après, il a fait des recherches sur Internet, et puis il se trouve que, comme tu disais tout à l'heure, bah, finalement elle était à Cordoba. Donc là, quand on l'a retrouvée, c'est une autre étape qui se dessine. C'est bah, maintenant on l'a retrouvée, c'est sûr que c'est elle.
Donc, c'est eux qui ont fait les démarches hein, pour ça être sûr, confirmer que c'était bien elle. Le jour où tout le monde a validé, ben, du coup, on a pu se voir par Zoom. Ça a été un petit peu un soulagement parce que finalement, c'était pas que ma mère que j'ai retrouvée. Et ça, j'étais pas prête, hein, j'étais pas préparée du tout à ça. C'est que ben, j'ai retrouvé un grand frère et deux petites sœurs. Et ça, je m'y attendais pas. Donc, c'est un nouveau choc par lequel il faut passer. Et quand on n'est pas préparé, ça peut être un Mhm. peu compliqué parce que moi, je cherchais juste ma mère. J'avais pourtant, elle est née en 58, mais jamais je m'étais dit qu'elle avait pu refaire sa vie finalement. Donc, alors que oui, ça paraît plutôt logique qu'elle reste pas seule toute sa vie. Mais du coup, je m'étais pas préparée à avoir des sœurs. Donc, ça a été une nouvelle étape. C'était pendant la Covid, donc j'ai dû attendre 2 ans et demi avant de pouvoir aller les voir sur place en Argentine, en chair et en os. Donc là, c'est encore un nouveau passage. Ça a été 35 ans d'aîné en tout, enfin même plus, 3 ans d'introspection. Et enfin, ben voilà, si les personnes se demandent est-ce que je suis prête pour l'avoir, est-ce que je dois faire des recherches, en fait, on se pose la question que c'est pas une évidence, alors que s'il y a encore quelque chose j'ai envie de dire, à fouiller ou à aller plus loin pour être sûr quand on est prêt, on est prêt, en fait. Quand on est prêt, on le sait. Et puis après, bah, c'est tout un autre processus qui se met en place parce que qu'est-ce qui va se passer si on la trouve pas, si elle est morte? Et je crois que c'est ça qui m'a fait un moment peut-être bouger les choses, que j'avais confié mon dossier, mais j'allais pas forcément aux nouvelles. Savoir s'il avait trouvé, s'il avait des pistes, s'il avait été dans les administrations. Je cherchais pas forcément de nouvelles. Puis le Covid continuant, on pouvait pas voyager. Un matin, je me suis dit, mais en fait, si elle est décédée à cause du Covid, je vais m'en vouloir toute ma vie. Il faut que je puisse la voir maintenant et lui dire merci de visu, en fait, et la prendre dans mes bras. Je peux plus attendre. Là, il faut que ça accélère. Et puis, j'ai relancé le process avec la personne. Et puis, une semaine après, on se voyait en visu, quoi. Mais c'était vraiment, voilà, je pense que c'est ça. C'est quand on est prêt, on le sent et on veut rien perdre, on veut rien lâcher dans les moments et du coup, on fonce, quoi. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Et bon, après, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer différentes associations qui préparent justement ces recherches, qui préparent à envisager les différents scénarios. Un accompagnement, une épaule, du soutien, c'est nécessaire pour pas être ramassé à la petite cuillère, quoi, et pour pas se faire des montagnes, des films et se mettre une énorme charge mentale. Parce que finalement, avant de partir à Cordoba, on a réservé peut-être nos billets 3 semaines ou un mois avant. Et pendant ces 3 semaines, je me suis pas rendu compte, mais c'était une pression, une charge mentale énorme que j'avais sur les épaules et je m'en étais même pas rendu compte, quoi. Parce qu'à côté de ça, il faut gérer le quotidien, il faut gérer nos vies, nos travails. Moi, j'étais en formation, donc la formation, et puis toutes les personnes autour de nous qui sont au courant de rien, qui savent pas dans quel état on est, qui savent pas quel processus on est en train de suivre. Donc, il faut gérer tout ça à côté. Mais voilà, là, je suis revenue cette semaine et je suis heureuse d'avoir fait ce voyage. Je suis heureuse d'avoir pu rencontrer ma famille. On en parlera tout à l'heure si tu veux, si tu as d'autres questions là-dessus. Mais ouais, c'était un beau parcours, mais semé d'embûches avec des très très hauts et des très très bas aussi, ça c'est sûr. Je te remercie pour tous ces détails que tu nous livres. Je voulais te demander ce qui t'avait un petit peu décidé, à quel moment tu t'étais sentie prête à rencontrer en fait ta famille biologique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment enfin, t'as vécu toute ta vie en sachant que tu n'étais pas l'enfant biologique de tes parents et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te sens prête ou tu as envie de les rencontrer. Bon bah tu as un peu répondu à la question. C'est un petit peu une forme de déclic qui est Bah, amené par des circonstances extérieures aussi. oui et non, en fait, pour rentrer dans le détail, c'est vrai que si pendant 5 ans, j'ai pas voulu entendre parler de ça, et j'avais les questions, je pense que tu as sûrement eu, est-ce que tu connais ta mère biologique, est-ce que tu vas aller rechercher, blabla, j'avais pas envie, pour moi c'était non. Et après, je me suis dit, pourquoi? Mais en fait, parce que j'avais dans la tête qu'elle m'avait abandonnée. Voilà, comme je disais que j'étais dans l'orphelinat, qu'elle m'avait posée sur le palier. Et du coup, au fond de moi, c'était, mais pourquoi j'irais chercher quelqu'un qui m'a abandonnée, en fait? Pourquoi faire? Pourquoi me refaire encore plus de mal alors alors qu'elle, elle m'a laissé, elle a décidé que peut-être ma vie valait pas grand-chose, donc elle m'a laissé sur le palier de l'orphelinat. Donc, quand j'ai écouté mon histoire,
Quand j'ai découvert que mes deux mères s'étaient rencontrées, le pourquoi elle avait fait, ça a aussi un petit peu changé la donne dans mon esprit. C'était pas, en fait, je vois rien parce qu'on me l'a laissé dans la rue. C'est elle a fait pour une raison et je peux entendre les raisons. Et en plus, je dirais, elle a eu raison dans le sens où, bah oui, moi j'ai pu faire des grandes études, j'ai pas mal de diplômes, et puis j'ai trouvé du coup un bon boulot que j'aimais en plus, donc ça a changé la donne, mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être 3, 4 mois de flottement entre, bon, bah maintenant je fais quoi, maintenant que je sais, et j'ai suivi, on va dire, un séminaire, et c'est la Mhm. vraie raison qui fait que j'ai pu aller à sa recherche, c'est que dans ce séminaire, je lui ai pardonné ce geste de m'avoir abandonné, même si c'était pour des raisons, voilà, pour que je puisse faire des études, que j'ai une vie meilleure. C'est pas forcément facile déjà à accepter, à intégrer. Et du coup, je suis allée vraiment jusqu'au bout du process, du pardon. Donc, je lui ai pardonné de m'avoir donné. J'ai pas du juste dit pardon, merci, hein. Il y a eu un travail quand même assez conséquent, on va dire une semaine en tout. Et au bout de la semaine, j'ai dit, je te pardonne de ce geste-là, de m'avoir abandonné entre guillemets, de m'avoir confié à l'adoption, je te pardonne. Et quand je lui ai pardonné vraiment, après c'est pareil, hein, ça se ressent physiquement, on se sent plus léger. Et là, c'est là qu'est venu un peu le déclic. Je dis, bah oui, c'est une évidence que je dois aller la voir pour la remercier et parce que tout ce qu'elle avait espéré pour moi, c'était réalisé. Et pour lui dire que, ben oui, en fait, j'étais bien, j'étais en bonne santé, j'avais suivi des études, j'avais un bon travail et qu'elle n'avait pas fait ça pour rien, en fait. Donc, le déclic, c'est le pardon. Mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup parce que ça peut être difficile à entendre, surtout maintenant, à notre époque, on ne parle pas forcément de ça, mais je l'ai appelé le grand pardon. C'est le grand pardon de ma vie, d'avoir pardonné à ma mère biologique de son geste. Et ça a été, maintenant, je me sens libérée. Et oui, je peux aller à sa recherche. Et c'est devenu une évidence, alors que pendant les mois qui ont précédé, je ne savais pas trop. Je ne savais pas, je pense, parce que je lui avais pardonné. Donc ça, c'était le fameux déclic. Pour certaines personnes adoptées, le pardon, c'est juste quelque chose qu'ils n'imaginent pas et qui est difficile, mais je pense que finalement, avec ça, on s'allège quand même de beaucoup de choses. On se libère de soi-même de choses avant de pouvoir aller vers les autres de façon plus saine et sereine. Puis après, voilà, il y a les recherches, je les ai lancées. Et puis, comme tout se boutique un petit peu vraiment bien, quand je vais pardonner, tout s'est enchaîné très vite. Il y a des personnes qui vont mettre des années, voire qui n'ont jamais retrouvé leurs parents biologiques. Et moi, à partir de ce moment-là, pof, tout s'est fait de façon très, très rapide. Donc, je me suis dit que tout était à sa place, au bon endroit, au bon moment. Est-ce que quand tu as rencontré ta famille biologique et surtout ta mère, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à ta place? Quel a été ton ressenti? Est-ce que tu t'es sentie plutôt comme une étrangère vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire une Française? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Tu es restée 3 semaines ou Oui. un mois, entre 3 semaines et un mois en Argentine? Est-ce qu'il y a une évolution sur la durée de séjour par rapport à comment tu t'es sentie par rapport à ta mère biologique? Alors, en fait, c'était très contradictoire dans le sens où ma mère et du coup mon grand frère et mes deux petites sœurs ont recherché toute leur vie. Donc, ma place, elle a été facile à prendre dans le sens où il y avait un siège vide pendant 40 ans et j'ai comblé ce siège. Donc, l'intégration dans la famille s'est vraiment faite très naturellement. Il n'y a pas eu de conflit ou quoi que ce soit. Et moi, j'avais l'impression, ouais, vraiment de combler ce vide. Ça s'est fait très naturellement. Mais par contre, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension et je pense que je réalisais pas que c'était ma mère qui m'avait donné la vie. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer. Donc, tous les jours, je me disais, ah, c'est ma mère, c'est celle qui m'a donné la vie. Mais je pense que c'est parce que quand j'ai ignoré son existence pendant 35 ans, c'est difficile du jour au lendemain de se dire, c'est elle. J'imagine que ceux qui cherchent, peut-être comme toi, depuis des années, le jour où il y a la rencontre, c'est naturel, c'est ça y est, c'est enfin ma mère. Et là, moi, c'était plus, c'est ma mère, quoi. Puis il y a toutes ces questions, est-ce que je lui ressemble? Oui, non. Et je crois qu'au bout d'une semaine, j'ai pu l'intégrer vraiment que c'était ouais, que c'était elle. Et puis il y a eu un peu plus
de contact, un peu plus d'émotion, parce qu'aussi au tout début, il y avait, voilà, on parlait de l'adoption, hein, mais on sentait peu d'émotion. Donc du coup, je pense que ça m'a coupé aussi. Et je me rappelle encore les premiers jours quand je marchais avec elle, j'ai eu des petits-neveux. Voilà, ils étaient devant moi et je me disais, ah, je marche avec ma famille. En fait, je marche avec la famille avec qui j'aurais dû vivre. J'ai dû me répéter ça beaucoup de fois avant que ça devienne naturel. Et à la fin du séjour, le jour où on a décollé, donc ils sont venus nous accompagner tous à l'aéroport. Et là, je me disais plus, c'est ma mère. Non, c'était, ouais, c'est ma mère. Puis c'était beaucoup plus naturel qu'au départ. Et puis par rapport au côté français, comme j'ai accepté il y a pas longtemps, hein, ça fait un an, on va dire mes origines boliviennes, je me suis pas forcément sentie, enfin je me sentais française et en même temps, ben bolivienne, c'est mes origines. Donc là-dessus, je me suis pas trop posé la question, mais bien sûr, on vient pas du même milieu. Elle est restée dans un milieu plutôt pauvre, enfin très pauvre même. Et moi, non. Donc, on n'est pas du même milieu, mais je me suis pas sentie différente. Ouais, comme j'avais aussi trouvé ma place, je me sentais à la fois les deux, ouais, bolivienne, mais en même temps française, parce que je parle pas espagnol. Faut un traducteur, ou faut répéter deux, trois fois. Donc, mais c'est vrai que je m'étais pas posé cette question avant de partir, est-ce que je vais me sentir plus française ou pas? Mais non, parce que j'ai déjà accepté, on va dire, ma double culture, ma culture d'origine et ma culture française. Oui, donc tu avais préparé en fait cette rencontre ou ces retrouvailles longtemps avant. Est-ce que il y a quelque chose qui a été différent par rapport à ce que tu avais pressenti, ce que tu avais imaginé, ce que tu avais anticipé? Qui t'a surpris, qui t'a déçu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rendue joyeuse parce que c'était pas du tout comme tu le pressentais? C'est vrai que je me suis beaucoup préparée. J'avais déjà fait des interviews avec des personnes adoptées qui avaient retrouvé leur famille, donc j'ai réécouté en boucle leurs conseils. J'ai écouté d'autres conseils, j'ai demandé d'autres conseils, j'ai fait des appels avec des personnes adoptées aussi qui avaient aussi retrouvé leur famille pour avoir leur ressenti, eux, ce qu'ils auraient fait différemment, les questionnements qu'ils peuvent avoir. Donc je m'étais préparée à tous les scénarios. Mm. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal, justement, si je trouve pas ma place, s'il y a trop de pression, s'ils attendent trop de choses. Et j'avais aussi préparé mon conjoint, par exemple, sur un coup de tête, si je dis mais ça va plus du tout, faut partir, je veux rentrer en France pour qu'il puisse me raisonner un peu, voilà, et dire non, bah, on va pas rentrer en France, voilà, il y a d'autres possibilités. Ou si, parce que je connais pas le nom de mon père, et donc si elle me le donnait et que je voulais hop, tout de suite repartir en Bolivie pour le trouver, et voilà, plusieurs scénarios, j'avais vraiment tout imaginé. Le seul que j'avais pas imaginé, c'était qui vivent dans un endroit vraiment très dangereux et que du coup, on n'avait pas cette liberté qu'on a quand on voyage de visiter, de sortir quand on veut. Nous, on aime pas mal marcher, explorer et puis finir en terrasse avec une petite bière pour fêter ça. Et ben, ça, on n'avait pas Mm. le droit de le faire. On devait sortir à certaines heures, on ne devait pas rentrer après 21h30 parce que le quartier était dangereux, parce on l'a senti aussi, hein, qu'on était observé, regardé dès qu'on sortait quelque part. Il y a même une fois où on était dans la rue, on était allé chercher, mais juste dans la rue d'à côté, un petit du pain, et en fait, les personnes étaient en train de nous filmer avec leur téléphone. Et ils Mm. essayaient de faire de façon discrète, mais c'était pas discret du tout. Mais ouais, donc on Mm. sentait qu'on était observé. Et ça, on n'avait pas pensé, en fait. On n'avait pas pensé à ce que ce soit un quartier dangereux et à ce qu'on n'ait pas cette liberté. Du coup, on s'est retrouvés dans cette petite maison. On s'est dit, mince, on va pas rester là, attendre toute la journée. Comment on va faire pour essayer de sortir? Parce que sinon, eux, ça veut dire qu'ils doivent libérer leur temps. Ça veut dire, du coup, pas de rentrée d'argent. Donc, comment on va faire tout? Comment on va gérer ça? Et ça, c'est vraiment la seule option que j'avais pas choisie, mais comme je dis souvent, on s'imagine tout, mais ce qui va arriver, c'est tout sauf ce qu'on avait imaginé, hein, que ce soit en bien ou en mal, hein. Donc, sinon, il n'y a pas eu de. Bah, si, j'ai eu des réponses auxquelles j'avais pas forcément les questions. Tout à l'heure, je disais que bah, je connais pas le nom de mon père biologique et pas sur mon acte de naissance, mais ma mère me l'a donné. C'était une belle surprise, on va dire, parce que quand elle me l'a donné, j'ai aussi eu ressenti, je ne saurais pas donner le mot, mais ouais, je me suis sentie encore un peu plus légère, plus libérée de quelque chose, comme si voilà, j'avais vraiment pu coller, rassembler toutes les pièces du puzzle, comme si une boucle se bouclait en fait,
Et ça, j'avais pas prévu parce que comme il n'était pas sur mon acte de naissance, comme le premier jour où je suis arrivée, elle m'a dit: «T'as pas de père». Je me suis dit: «Bon, bah, ça, j'étais préparée à ce qu'elle me donne pas et que je connaisse pas l'histoire de ma naissance, donc voilà, il y a pas de souci». Mhm. Puis un jour, elle m'a demandé ça et donc ça, j'avais pas prévu non plus, mais ça m'a fait du bien, en fait. Quand je suis rentrée, c'est la première chose que je me suis dite, c'est tout s'est passé d'une manière très fluide, tout était juste et chaque chose était à sa place. Des fois, on dit que le temps passe très vite ou c'est trop long et en fait, là, jamais je me suis posé cette question. Tout était vraiment, bien. Le temps passait pas trop vite ni trop lentement, tout était bien et c'est pour ça que je reviens, heureuse et puis encore plus sereine et apaisée, qu'avant, quoi. Mais par contre, avant, il y a eu beaucoup de charge mentale, avant, énorme à gérer, quoi, à gérer tout ça, imaginer tout ça parce qu'on attend toujours enfin moi, j'ai attendu la dernière minute, même si ça fait un moment que je me dis: «Bah, oui, oui, si je suis prête, je suis prête». J'ai pensé à tous les scénarios et plus on avance dans le temps, ben, plus les personnes à qui on en parle vont dire: «Ah et ça, qu'est-ce qui s que» enfin et qui te posent des questions auxquelles tu avais pas pensé, donc tu rajoutes ça encore: «Ah oui, qu'est-ce que je fais si dans ce cas-là?» et tout ça. Et je reviens par contre vraiment complètement j'ai l'impression que, une boucle est bouclée et que c'est un nouveau grand chapitre de ma vie que j'ouvre. Je te remercie. Tu as rencontré en fait ta mère biologique il y a peu de temps. Est-ce que tu penses que cette rencontre a modifié tes rapports avec ta famille adoptante? Comment ta famille française a réagi par rapport à tout ça? Est-ce que tu as pu partager avec elle ce que tu as vécu? Comment ça s'est passé en fait? Oui, depuis que l'adoption n'est plus un sujet, ni tabou ni sensible pour moi, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus, que ce soit avec ma mère ou ma sœur et donc à chaque étape de ce process, quand j'ai voulu ouvrir mon dossier, ma mère était contente, était même soulagée. Quand, j'ai décidé de partir à la recherche, c'est ma sœur et ma mère que j'ai prévenues, en premier. Quand j'ai retrouvé, je leur ai dit en premier. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est les seuls aussi à qui j'ai dit immédiatement après avoir les infos. C'est les deux seuls auxquels je partageais ça. Et quand j'ai dit que je partais pour retrouver, pour voir ma mère en chair et en os, elles ont aussi été heureuses. Donc finalement, à chaque étape, j'ai eu ce soutien, ce support, et puis le fait que aussi j'ai plus de colère par rapport à ma mère, plus de frustration, j'étais en conflit avec elle régulièrement, on ne pouvait plus se parler, à chaque fois ça montait dans les tours. Depuis que j'ai fait la paix avec tout ça, parler de l'adoption, parler de tout ça, ça n'engendre plus, enfin pour moi ça paraît naturel et ça n'engendre plus d'agacement. Donc ça, c'est aussi une grande aide et j'imagine que de leur côté, ça leur permet d'être plus sereine avec ça, d'être heureuse pour moi et puis d'accueillir aussi tout ce que je vis et tout ce que je peux ressentir de façon plus positive. Et ce qui s'est passé à notre retour, donc on atterrissait à Nantes et normalement c'était le père de mon conjoint qui devait venir nous chercher parce qu'il habite pas très loin de l'aéroport. Et la veille du décollage, donc en Argentine, c'est ma mère qui m'a appelé ou elle m'a envoyé un message, je sais plus, pour me dire que finalement ce serait elle qui serait à l'aéroport pour venir nous chercher. Et sans m'en rendre compte, ça a été un énorme soulagement pour moi. Parce que c'est vrai que j'étais tellement dans une autre dimension, on a vécu tellement de choses extraordinaires, inimaginables, des retrouvailles avec une mère biologique, puis des frères et sœurs, toute une famille finalement, que je crois que pour moi, il y avait que elle qui pouvait comprendre, qui pouvait imaginer ce par quoi on était passé. Et c'était une bonne façon aussi de clôturer le voyage, puisque finalement, elle était là il y a 40 ans. Ma mère me confiait à ma deuxième mère, et là, 40 ans plus tard, ça bouclait de nouveau la boucle où elle était là et où j'ai pu raconter, on s'est vu le lendemain, une journée où on était vraiment tous les deux, j'ai pu lui raconter ce qui s'était passé, j'ai pu lui montrer des photos, j'ai pu parler de différents sujets là-dessus, chose que j'aurais pas pu faire, je pense, avec le père de mon conjoint. Ça aurait été un retour, comme je disais, hein, j'étais dans une autre dimension, donc ça aurait été, je pense, un retour trop brutal dans ma vraie, dans ma vie normale, dans ma vraie vie, par rapport à ce que j'avais vécu.
Et puis même si je me mets à sa place, à leur place, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent poser, qu'est-ce qu'ils pouvaient me poser comme question? Est-ce qu'ils avaient le droit d'en parler? Est-ce que j'aurais été bien, pas bien? Parce que comme ça, j'ai pas beaucoup communiqué quand j'étais là-bas avec les personnes en France. C'est vrai que je pense qu'ils avaient aucune idée de ce qui s'était passé, de comment j'avais, de ce qu'on avait vécu finalement. Donc ça aurait aussi peut-être été un peu peut-être gênant pour eux. Donc vraiment, depuis que je suis bien avec mon histoire, depuis que je suis en phase, tout le monde a toujours été heureux pour moi. Et tout le monde, j'y ai jamais eu de bâton dans les roues. Ma mère m'a donné mon dossier tout de suite quand je lui ai demandé. Elle a jamais rien caché. Le dossier, il est complet. Elle n'a pas jeté quoi que ce soit dans le dossier. Donc j'ai toujours eu ce soutien, même si pendant 35 ans, j'en ai pas voulu et j'ai rien voulu entendre. Une fois que j'avais ouvert les portes, elles ont toujours, ma sœur et ma mère étaient là. Et puis ils sont aussi passés par les différentes phases d'incertitude dans les recherches. Est-ce que je vais retrouver? Est-ce que je vais avoir des réponses? Donc oui, ça c'est vraiment une grande chance que j'ai que ce sujet ne soit plus tabou, ni pour moi, ni pour ma famille, ni pour mon conjoint, ni pour personne de mon entourage. Quand tu as rencontré ta mère biologique, est-ce que tu avais des choses, euh, pardon hein, pour la question un peu triviale, est-ce que tu avais des choses à lui dire ou est-ce que c'était un peu comme une étrangère et comment vous avez communiqué et qu'est-ce que vous vous êtes dit? La seule chose que j'avais envie de lui dire, c'était, bah, comme je disais au début, moi, si je l'ai recherché, c'était pour la remercier. Et puis, bah, au fil du temps, après que je l'avais retrouvée, parce que ça fait 2 ans qu'on se voit par WhatsApp, par Messenger, par Facebook, qu'on est un peu au courant de nos vies respectives. Là, avant de partir, j'avais envie d'aller plus loin, de lui dire merci et en même temps, bah, je te pardonne de m'avoir confiée à l'adoption. Mais je ne savais pas trop si elle était prête à entendre ça, en fait. Est-ce que c'était pas trop poussé? Est-ce que voilà? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une carte que je lui ai donnée peut-être, une fois parce qu'on est arrivé un petit peu avant, 2 3 jours avant dans un Airbnb et que le jour où je suis arrivée chez elle, elle m'a montré les papiers de mon adoption aussi. Ça, c'était important pour elle pour que je puisse voir que tout était bien fait dans les règles et légales et je lui ai donné du coup cette carte parce que je savais pas les mots et donc j'avais préparé, j'avais écrit en espagnol et tout ça, j'avais utilisé le traducteur, bah, pour lui dire que voilà, j'avais grandi dans une famille aimante, que j'avais fait des études, que j'avais une belle vie et qu'elle ait pas à regretter ce choix et que je lui pardonnais. Et donc le fait, d'écrire ça et de lui donner, ça m'a soulagée parce que j'avais plus ce poids-là de justement qu'est-ce qu'on va se dire? Comment on va aborder ce sujet? Est-ce que c'est tabou? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Est-ce qu'on parle pas? Donc je lui avais donné, j'étais libre et on a pu parler de plus en plus, on comprenait de mieux en mieux et puis là, on a parlé des sujets vraiment divers, l'Europe commençait, la guerre et tout ça et puis nous, on a posé des questions aussi sur eux, sur, leur vie d'avant, leur village en Bolivie, leur vie, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés en Argentine. Donc c'est devenu de plus en plus fluide, mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps à prendre, quand même, là-dessus. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce voyage, il a répondu aux questions que tu te posais avant de partir ou à enfin, à certains mal-être ou à certaines interrogations que tu avais avant de décoller ou Je comment ça... pense qu'il a rempli sa mission de pouvoir voir ma mère en chair et en os et lui dire bah, que je l'aime et que je lui ai pardonné. Et je m'attendais pas à vraiment prendre une place comme ça, que je m'étais pas rendu compte à quel point je leur avais manqué pendant toutes ces années, parce qu'eux m'ont cherché Mhm. pendant toute leur vie. Donc c'est encore des attentes encore supérieures. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient mise en garde, oui, mais attention, ils vont demander de l'argent et tout. Et en fait, ils m'ont jamais rien demandé. Et même moi, quand j'ai vu la misère dans laquelle ils vivaient, j'avais envie de les aider. Du coup, j'avais demandé à mon frère, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, quoi, pour vous aider? Et puis, la seule chose qu'il m'a répondu, c'est non, te voir en vrai, te rencontrer, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Maintenant, on peut mourir en paix. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut retrouver sa famille? Comment se préparer au mieux pour qu'il n'y ait pas de dommages psychologiques, si c'est possible?
La première chose, c'est de savoir pourquoi on y va. Est-ce qu'on y va pour avoir des réponses? Est-ce qu'on y va, ben, comme moi, pour dire merci? Est-ce qu'on y va pour dire qu'on, voilà, ou est-ce qu'on y va parce qu'on n'est pas content et te demander pourquoi on a fait ça? C'est vraiment de savoir pourquoi on y va. Ça, c'est la Mhm. première chose. Et justement, par rapport à ça, c'est d'envisager les différents scénarios. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas comme prévu? Parce que comme tu disais tout à l'heure, on a un peu des fantasmes, on imagine que ça va se dérouler comme si on l'a imaginé. Du coup, on a pensé qu'à une chose. Je vois certains, notamment dans certains reportages, les gens, ils y vont, ils ont l'impression qu'ils sont attendus comme le Messie, et en fait, c'est un secret de famille, et du coup, ben, ils sont rejetés. Ils sont ramassés à la petite cuillère. Une fois qu'on a défini le pourquoi on le fait, le pourquoi on y va, et qu'on est très clair avec ça, bah, on se prépare à tous les scénarios. Donc moi, en l'occurrence, je m'étais préparée par justement, s'il y a trop de pression, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va se passer justement si ça colle pas ou si ma mère, ça reste une inconnue? Voilà, je pense que là, ça peut paraître normal. C'est justement bah, en fait, même si elle nous a donné la vie, elle peut quand même être une inconnue, puis il n'y a pas d'affinité, ça c'est aussi OK. Qu'est-ce qui se passe si avec mon frère et mes sœurs, ça ne matche pas, s'il y a trop de jalousie? Qu'est-ce qui se passe si bah, j'ai des révélations auxquelles je suis pas prête? Enfin, c'est vraiment imaginer tous les scénarios et même depuis l'arrivée, par exemple, de l'aéroport. Est-ce que j'ai envie qu'ils soient là à l'aéroport? Et puis si j'ai envie mais qu'ils viennent pas, comment je vais réagir? Est-ce que j'ai envie qu'ils me raccompagnent? Est-ce que j'ai envie qu'on fasse des choses ensemble? Et qu'est-ce qui se passe aussi? Bah, si en fait on comprend pas ce qu'ils disent, c'est vraiment de se préparer à tous les scénarios possibles et imaginables. Écouter aussi d'autres personnes qui sont passées par là, ça c'est important et d'écouter d'autres témoignages. Peut-être, pourquoi pas, une semaine avant de partir ou même avant si c'est possible. Mais pour être passé par là, on attend toujours la dernière minute avant d'écouter des conseils. Bah, Mhm. ouais, de prendre contact avec des personnes pour avoir leur retour, que les retrouvailles viennent d'avoir lieu ou aient lieu il y a longtemps. Et par exemple, moi, je sais qu'à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je dois ramener des cadeaux? Et comme moi, je suis pas du tout cadeau, je m'étais dit non. Ben non, je ramène pas. En fait, c'est pas mon truc. Même en France, j'offre pas de cadeaux. Et ben, c'est toi d'ailleurs qui m'avais dit, et tu vas ramener des cadeaux. Et du coup, pof, ça m'a mis la pression. J'ai dit, mince, je dois ramener des cadeaux. Et donc, la personne qui m'avait raconté ses retrouvailles, je lui ai posé cette question, qu'est-ce que tu penses de cadeaux? Elle m'avait dit, moi j'ai fait un peu cette bêtise, si c'était à refaire, je ne le referais pas parce qu'effectivement avec des cadeaux, bah, en plus là, donc il y avait ma mère, son mari, mon grand frère, mes deux petites sœurs, j'ai une sœur qui a deux enfants, non, quatre enfants, donc ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux, plus mon frère qui a des neveux. Si tu te positionnes, enfin elle avait senti comme ça, elle, un peu au niveau au-dessus, tu arrives déjà, tu déballes un peu ta richesse et du coup, j'avais pas envie de faire ça et puis ça me correspondait, donc j'ai ramené juste des bouteilles de vin, ils étaient très contents et les palais bretons, comme comme j'habite en Bretagne, donc un peu la spécialité et tout le monde était très content et voilà, Mhm. on s'est pas placé au-dessus. Donc ouais, c'est des petites questions toutes bêtes auxquelles on pense ou pas forcément et de parler avec des personnes et d'avoir différents points de vue, ça aide aussi à imaginer des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et puis ça peut aussi donner des réponses à certaines questions, notamment là pour l'histoire des cadeaux en fait. Se préparer avant d'aller, c'est écouter des témoignages, se préparer à différents scénarios et puis pas oublier la base, pourquoi on y va en fait, pourquoi on le fait. Et je pense que c'est se mentir si on se dit oh je fais, j'y vais comme ça, j'attends rien, c'est un peu se mentir. En tout cas, tu as vraiment beaucoup de courage d'y être allé comme ça, en fait, en août, et de faire cette interview peu de temps après ton retour. Est-ce que tu donnerais des conseils très, très concrets à des gens adoptés à l'international qui savent pas comment s'y prendre, qui savent pas à quoi s'attendre, qui savent pas comment préparer le départ ou l'arrivée? Mon premier conseil, ce serait de ne pas partir seul, partir avec quelqu'un de confiance qui puisse surtout garder la tête froide pendant tout le long du voyage, avant, pendant et même après. Donc que ce soit un conjoint, un frère, sœur, meilleur ami, meilleure copine, enfin vraiment quelqu'un
sur qui on sait qu'on peut compter, peu importe ce qui nous est arrivé dans la vie, même avant, et qui sera là quoi qu'il arrive. Moi, c'est mon conjoint que j'avais préparé. Si j'ai une idée, un coup de tête, parce que des fois je peux avoir aussi des coups de tête comme ça, voilà, de pouvoir garder les pieds sur terre et aussi de me remettre les pieds sur terre. Donc ça serait mon premier conseil, ne pas y aller seul. Et le deuxième, ce serait d'écrire ce qu'on a sur le cœur, peu importe l'étape, que ce soit en phase de recherche, même en phase de réflexion, est-ce que je dois y aller ou pas, c'est d'écrire tout ce qui nous vient, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait, personne ne peut nous dire. On ne sait pas non plus en face, de l'autre côté, comment notre mère biologique ou la famille élargie va réagir. Même si là, ils nous attendaient clairement. Ils étaient prêts à nous recevoir chez eux. On ne sait pas comment les liens vont se tisser, même s'ils vont se créer. On est toujours dans l'attente et le fait de pouvoir écrire tout ça, toutes les réflexions qu'on a, ça permet aussi de déposer ce qu'on a sur le cœur. Et par exemple, moi j'ai écrit une lettre à ma mère et à mon frère, enfin à ma mère que j'avais compris son geste de me donner à l'adoption et que je lui pardonnais. Et déjà de l'écrire, ça m'a fait du bien. Et de lui donner, c'est comme si je me déchargeais de ce paquet, de ce poids. Et je ne sais pas si elle allait ouvrir la lettre ou pas. Et comme avant de les rencontrer, je ne savais pas s'ils allaient être ouverts à la discussion, si on allait pouvoir parler de l'adoption, parler des années où j'étais pas là, bah, la lettre, elle était prête, elle était écrite, je l'ai donnée. Et mine de rien, ça soulage vraiment beaucoup. J'ai même pas cherché à savoir s'il avait lu ou pas. Et puis tout au long du voyage, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et puis ça permet de garder une trace au cas où on oublie des choses. C'est d'écrire un journal, de faire un journal. Alors soit j'écrivais, soit je m'enregistrais, soit même des fois je me filmais pour raconter les journées, ce qu'on avait fait, ce qui s'était dit, ce qui avait pu se passer d'extraordinaire ou pas. Et du coup, on se décharge de nos émotions qu'on a sur le coup. On se décharge de ce qu'on aurait voulu qu'il se passe pas, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, etc. pour le soir même. Donc j'écrivais, souvent c'était le soir, mais des fois je pouvais écrire le matin et le soir pour un peu partir d'une feuille blanche et de façon beaucoup plus sereine. Parce que c'est tellement d'émotions, hein, des émotions très fortes. Parfois aussi, peut-être qu'il peut y avoir de la colère, de l'agacement, de la rancœur par rapport à ce geste d'avoir été abandonné et qu'on a notre mère qui nous a abandonnés en face. Moi, j'écris aussi surtout pour que les gens n'aient pas à subir tout ce que je ressens, que je le mette sur un papier, et puis ça ne m'appartient plus et ça leur appartient pas non plus. Donc, c'est pour moi écrire ou parler ou enregistrer de façon comme confession intime, hein, de manière, voilà, on est face à soi-même et on ne diffuse pas. C'est aussi important pour être plus serein et pouvoir profiter surtout des très bons moments et pour rendre ces moments apaisés et joyeux. Est-ce que aujourd'hui, ta mère française, elle a changé un peu de discours depuis que tu es rentrée ou pas du tout? Comment ça se passe avec elle? Est-ce que ce Elle a voyage-là a changé quelque chose dans tes relations avec la France, en tout cas? C'est encore plus apaisé qu'avant et je me sens plus légitime dans le sens où, bon, donc ma mère, ben voilà, elle était contente que je retrouve, mais en tant que mère qui a adopté, ben on n'a pas le point de vue, hein, c'est l'éternelle opposition adoptant-adopté. Et là, donc elle m'a demandé aussi ce que je pensais, voilà, de ce voyage. Et là, j'ai pu lui dire très concrètement, un peu, on va dire, ma vision de l'adoption, dans le sens où, ben, le premier jour où j'ai retrouvé ma famille, on est allé prendre un goûter dans la maison de ma sœur. On était donc tous ensemble, tous réunis. Et là, directement, j'ai regardé, et j'ai pensé à ma mère en me disant, ben, ma mère biologique, en me disant, ben, en fait, ça fait 40 ans qu'elle attend que tous ses enfants soient là à cette même table réunis. Et je me suis dit, c'est pas normal. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Elle aurait pas dû devoir me donner à l'adoption. Elle aurait pas dû avoir
c'était pas normal que j'ai pas été là pendant Mhm. 40 ans. Et ça, j'ai pu le dire à ma mère et je me sentais plus légitime dans le sens où bah, je l'ai vécu en fait. J'ai vécu ça. Et bah, après, je pense que bah, je parlais avec d'autres adoptés, ils auront pas du tout le même point de vue. Mais mon conjoint, c'est une des questions. Quand on a vu qu'il vivait dans la pauvreté, que les journées étaient difficiles, j'entends financièrement, parce que du café, ça coûte cher pour eux, du riz, ça coûte cher, des pâtes, ça coûte cher, les légumes, il n'y en a pas parce que ça coûte trop cher. Donc, il me dit, mais toi, est-ce que du coup, tu considères que tu as de la chance d'avoir vécu en France? Et du coup, je dis, chance, c'est pas le mot en fait. C'est pas le mot parce que c'est la vie que j'aurais dû avoir. Et j'aurais pas connu le reste, hein. J'aurais pas connu la France, j'aurais pas connu autre chose. C'est la vie que j'aurais dû avoir. C'est la famille avec qui j'aurais dû vivre. Et donc, c'est pas une chance. Après, oui, j'ai une belle vie, mais je trouve pas que c'est une chance qu'un jour, ma mère ait décidé quand j'avais 13 mois, de dire, bah, tu vas aller dans cette nouvelle famille qui sont à la base des inconnus, hein. Faut pas non plus l'oublier qu'à la base, c'est des inconnus, même si après, bah, du coup, on tisse des liens plus ou moins bien ou au contraire catastrophique. Et le fait d'avoir vécu ça, d'avoir aussi rencontré ma mère, ma deuxième mère, je pense qu'elle intègre plus que, bah oui, je trouve pas ça normal que j'ai été séparée d'elle. Et même si je l'aime quand même, hein, enfin, j'aime mes deux mères, donc c'est pas une question d'amour ou autre, c'est vraiment que il y a quelque chose à un moment donné qui pour moi s'est passé et qui n'aurait pas dû se passer. Comment tu te sens par rapport à l'avant et l'après? J'ai envie de dire plus complète, encore plus complète que je l'étais. Si tu n'avais pas fait la démarche, tu te Bah, sentirais un peu dans cette démarche de questionnement ou de... comme j'ai fait la démarche, je l'ai faite parce que j'étais en phase avec ça. Je partais pas pour avoir des réponses parce que j'en avais plus besoin pour me construire. Et par contre, si j'étais pas partie la voir en vrai, je pense que j'aurais regretté toute ma vie, ça c'est sûr. Pouvoir juste la prendre dans mes bras et clôturer 40 années, même pour elle, où elle a pas pu, quoi. Je crois que c'était plus important pour moi de la voir en vrai que de la retrouver. Parce que la retrouver, tu sais jamais si tu vas retrouver finalement ou pas. Mais de pouvoir la voir en vrai, c'était important, ouais. Est-ce que tu te sens aujourd'hui plus proche de ta mère biologique ou de ta mère adoptante? C'est une question que je me suis jamais posée en fait. J'ai deux mères. J'ai celle qui m'a donné la vie et sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui. Et puis j'ai ma mère, celle avec qui j'ai grandi, qui m'a éduquée, qui m'a donné des valeurs, même si on a été parfois à l'opposé d'être proches, hein, plutôt en conflit. Maintenant que j'ai fait la paix avec mon adoption, on s'est rapprochés, mais j'ai pas l'impression de devoir être plus proche d'une mère ou de l'autre. Le fait d'avoir retrouvé ma mère de naissance m'a permis de voir d'où j'avais certains traits physiquement, dans le caractère aussi, que je retrouvais pas forcément chez mon autre mère. Mais c'est pas une question. Voilà, j'ai l'impression qu'avec cette question, c'est un choix que je dois faire, mais j'ai pas de choix à faire. Les relations, les deux sont apaisées, les deux sont justes. Et si je fais un parallèle, par exemple, j'ai deux petits neveux et je me sens pas proche de plus de l'un ou de l'autre. Je les aime tous les deux. J'ai une relation unique avec les deux. Et là, avec mes deux mères, c'est pareil. Bien sûr, je parle pas des mêmes choses à ma mère biologique qu'à ma mère. On parle pas des mêmes sujets. Ma mère française, je l'ai beaucoup plus régulièrement au téléphone que ma mère en Argentine. Mais non, c'est pas une question que je me suis posée. C'est pas une question que j'ai envie de me poser. Je laisse les relations aller comme elles doivent être. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter par rapport à ces expériences que tu as vécues qui est à la fois banale et pas banale du tout? Je pense vraiment qu'il y a plein de gens pour qui c'est une question assez normale de se poser quand on est adopté. J'ai envie de dire que c'est un cheminement. C'est un cheminement et tu te parlais tout à l'heure de courage. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit: «Bah, c'est bien, tu pars à la recherche, tu es très courageuse et tout». Je crois que le plus grand courage, c'est de m'être bougé le cul, de me dire: «Mais putain, j'ai pas envie de cette vie, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien, quoi. Là, j'ai l'homme de ma vie, j'ai mon boulot et tout,
Mais c'est quoi qui coince? Et je crois que le courage, c'était ça, c'est de me dire, mais en fait, bon, bah là, j'y vais, je fonce, je veux savoir ce qui va pas. C'était l'adoption et je vais aller creuser très loin et ça fait très mal et je suis descendue très très bas, mais je suis aussi remontée très haut. Et ça a été ça le courage de me dire, je me bouge le cul et puis on en a discuté un petit peu avant, c'est de pas porter la responsabilité sur tout, c'est de ta faute, c'est machin, c'est tout, tu m'écoutes pas, nanana. C'est de prendre moi mes responsabilités, en fait. C'est de me dire, ouais, je reprends ma vie en main, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide ce que je fais. Donc, c'est de me remettre en question tout ce que j'avais jamais fait pendant 35 ans. Et c'était ça le courage de se dire, bah, j'y vais, je sais pas ce qui m'attend, c'est une inconnue. Et oui, ça va faire très mal. Et oui, j'ai eu très mal des fois. Mais aussi, je suis remontée très haut. Et puis maintenant, je suis plus dans. J'ai une vie avant et j'ai une vie après où je me suis remise en question, j'ai fait mon Mm. introspection. Et c'est ça le courage. C'est pouvoir se dire, bah, ok, j'y vais. Je vais voir là où ça fait mal. Je sais que ça va faire mal et je sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais quand même. Et de là, de ce déclic, ça a pu découler par des retrouvailles plus saines, plus sereines, d'aller la voir sur place, de pouvoir être en contact. Et, mais pour moi, le vrai courage, c'est de se dire, allez, hop, je me bouge, j'y vais, je chamboule là où ça va pas, et c'est parti. Mais Mm. c'est parce que j'ai fait tout ce cheminement que je peux dire ça. C'est sûr qu'il y a 10 ans, déjà il y a 10 ans, faire une rencontre avec ma mère biologique, c'était juste, non, c'était même pas envisageable en fait. Ça faisait pas du tout partie de mon plan de vie. Donc le courage, il vient là de se dire, bah, je peux prendre mes responsabilités. J'ai pas envie de rester comme ça dans cet état. Qu'est-ce que je fais pour changer moi et pas pour changer mon environnement et changer les gens que j'aime pas et changer ma mère et tout ça, et changer mon chef, mes chefs, mes collègues. Non, en fait, c'était à moi de changer. C'était pas à eux. Merci beaucoup. Enfin, j'imagine que ça peut toujours évoluer et que Ah bah oui, c'est sûr, hein. Je pense que si je la refais dans un an, ce sera pas la même, hein. C'est l'évolution de la vie, j'ai envie de dire. Tout n'est pas figé. Pour conclure cet épisode, je tiens à remercier Elodie qui m'a posé ces questions et qui a également autorisé le fait que je diffuse cette interview. Je ne sais pas si mes réponses lui auront apporté quelque chose puisqu'Elodie est aussi adoptée, elle est née en Corée du Sud, mais elle fait potentiellement partie de ces trafics d'adoption. Mais en tout cas, je tiens à la remercier parce qu'en montant cet épisode, plusieurs mois après, donc là on est en mai 2024, quasiment 9 mois après mon retour, je me rends compte à quel point c'est précieux. Et c'est ce que je dis aussi dans l'épisode, pouvoir noter, garder une trace. C'est vraiment un pouvoir de s'exprimer que je ressens et une libération qui en découle puisque en écrivant ou en parlant, on se libère de ce qu'on peut avoir sur le cœur, que ce soit positif ou négatif, pour revenir à un état normal et être dans l'instant présent. Donc merci beaucoup Elodie pour tes questions et merci à tous ceux qui m'ont soutenue, donc ma famille particulièrement, mon homme qui a vécu cette expérience avec moi et puis toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pendant mon séjour, avant ou après, les messages d'encouragement, de soutien. Et ça m'a fait chaud au cœur. Donc merci encore. Si vous avez des questions, si je n'ai pas complètement répondu à vos interrogations, vous pouvez me contacter, sandra@lejournaldunadopté.com. J'ai vraiment à cœur que toutes les expériences des uns et des autres puissent servir. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et si vous avez aussi envie de partager ou repartager l'histoire de vos retrouvailles, vous pouvez également me contacter. Je suis sûre que votre expérience sera utile à d'autres, comme les expériences d'autres m'ont beaucoup aidé dans la préparation de ce voyage. Je vous remercie et à bientôt.